Chers amis de Paix et Guerre, bonsoir. Nous sommes le 14 mai 2025. Je suis heureuse de vous retrouver pour une 71e mondoscopie qui va être assez courte pour des raisons techniques. J'ai fait une petite erreur. D'abord, merci de liker et de partager cette vidéo. Je pense qu'on va vous insérer un petit diagramme qui vous montre que la moitié des gens qui regardent les vidéos de cette chaîne sur 28 jours par mois, mais c'est à peu près toujours les mêmes proportions, en fait ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc je vous en prie, abonnez-vous. Si vous ne voulez pas les notifications, eh bien n'appuyez pas sur la cloche après, mais abonnez-vous à la chaîne, ça me sera d'un grand soutien. Voilà, je vous en remercie. Aujourd'hui je vais vous parler de deux choses. D'abord de ce que certains appellent le début d'un découplage entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou à propos du Moyen-Orient, à propos de l'Iran, à propos de Gaza, à propos de pas mal de choses. Donc ça, il faut qu'on en parle. Et puis deuxièmement, je vais évidemment vous parler des pourparlers qui s'annoncent demain à Istanbul 2.0, si on peut dire. C'est embêtant de faire cette émission le mercredi soir parce que j'aurais préféré pour une fois la sortir un vendredi par exemple. Mais bon, je vais vous dire ce qu'on sait au moment où j'enregistre, c'est-à-dire en milieu d'après-midi, mercredi. Bon, donc premier point, ce qu'on peut dire c'est que là on est quand même à un tournant dans les relations internationales et que ce tournant, eh bien, il est à la main des États-Unis pour l'instant. D'abord parce qu'on voit un activisme diplomatique du président américain qui est quand même assez extraordinaire sur le conflit indien, sur la Chine, sur le conflit indien, sur la Chine, sur l'Iran, sur la relation avec Israël et ce qui se passe à Gaza, sur la Russie et l'Ukraine, bien sûr, et sur la relation avec les Européens aussi. Il est clair que là, les États-Unis, sous la férule de Donald Trump, deuxième mandat, deuxième version, sont en train de reprendre la main, clairement, pour défendre ce que ce que Donald Trump pense être les intérêts américains. Alors, il avance sur tous les dossiers. Évidemment, ça pourrait, si on est très optimiste, annoncer un véritable shift dans les relations internationales, c'est-à-dire un moment où finalement l'Amérique en finit avec cette espèce d'addiction à la guerre, n'est-ce pas, à la guerre perpétuelle, avec des résultats quand même pas extraordinaires du tout, si ce n'est la déstabilisation de régions du monde entière. Donc ça pourrait être une opportunité historique, si vous voulez, de changer le cours des rapports internationaux. Sachant que toutes ces guerres, finalement, n'ont apporté que très peu, voire pas du tout de démocratie, très peu, voire pas du tout de développement, beaucoup de morts, et au Moyen-Orient au moins, essentiellement la conformité avec un agenda qui n'est pas américain, qui est un agenda israélien. C'est pour ça que la question du découplage ou de la prise de distance progressive de Donald Trump par rapport à Benjamin Netanyahou a son importance. Alors, on peut voir en tout cas que grâce à la médiation de Trump récemment, la tension entre l'Inde et le Pakistan vient de tomber. On peut voir qu'avec la Chine, après avoir hurlé des sanctions, avoir expliqué qu'il allait monter, puis encore plus monter les tarifs douaniers vis-à-vis de la Chine, vu la réponse cinglante qui s'était tirée de la part de Pékin. Il a changé de ton, il a changé de registre, et désormais il y a un mécanisme de consultation commerciale entre Chinois et Américains. Il y a eu des pourparlers à Genève dans ce sens. Sur l'Iran, eh bien, il a l'air de résister, et il faut s'en réjouir, aux pressions israéliennes extrêmement fortes visant à faire entrer les États-Unis en guerre contre l'Iran, en guerre ouverte contre l'Iran, en appui de la volonté israélienne. Et c'est là que l'on peut comprendre qu'il y a manifestement moi, je ne parle pas de découplage parce que non, Israël reste un allié privilégié des États-Unis et de toute façon, politiquement, Trump ne peut pas faire
même s'il le souhaitait, ce qu'à mon avis il ne souhaite pas, il ne peut évidemment pas se décorréler des intérêts d'Israël, mais néanmoins, on voit bien que sur l'Iran, il n'a pas envie du tout de faire la guerre, c'est clair. Deuxièmement, il y a eu l'affaire Waltz, c'est-à-dire Waltz, je prononce à l'américaine, Waltz, c'est-à-dire son conseiller à la sécurité nationale qu'il vient de virer, enfin de remercier et de mettre au poste d'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, après avoir découvert finalement que Valls, qui est quand même qui est censé être un de ses grands subordonnés et en tout cas travailler pour les États-Unis, travaillait en fait de concert avec les Israéliens de manière assez directe pour pousser à cette intervention militaire américaine contre l'Iran. Donc là, je pense que Trump l'a quand même assez mal pris. D'ailleurs, Tulsi Gabbard, qui coordonne le renseignement national, est aussi en train de remercier un certain nombre de gens qui manifestement ont des agendas qui ne sont pas tout à fait conformes aux intérêts nationaux américains tels que définis par Donald Trump. Ce qui est clair, c'est que Trump ne supporte plus le chantage en fait, de Benjamin Netanyahou pour l'entraîner dans une guerre contre l'Iran. Il veut faire la paix. Il veut être l'artisan d'une paix globale au Moyen-Orient. Il a décidé que sa première tournée de chef d'État serait au Moyen-Orient. Elle serait ni en Europe, ni en Israël, ni en Chine, ni où que ce soit, mais au Moyen-Orient. Il vient de quitter l'Arabie Saoudite pour le Qatar. Après, il y aura normalement les Émirats Arabes Unis. Certes, il a affaire à de très fortes pressions autour de lui, de gens qui sont vraiment des pro-sionistes et des pro-israéliens purs et durs, comme son secrétaire d'État, Marco Rubio, comme Lindsey Graham au Sénat, qui lui fait aussi du chantage en expliquant qu'il a un groupe de sénateurs républicains qu'il peut, organiser contre Trump et contre les initiatives de Donald Trump si les intérêts d'Israël, et lui il appelle carrément à bombarder l'Iran, à nettoyer l'Iran, à annihiler l'Iran. Enfin bref, malgré toutes ces pressions, Donald Trump essaie de tenir une ligne qui est celle d'une discussion. Alors évidemment, c'est toujours la diplomatie à la Trump, c'est-à-dire, ça paraît un peu désordonné, on passe, il y a des méthodes, j'allais dire, quasi mafieuses, hein, de pression, de chantage. Au moment où on commence un dialogue, comme ça s'est passé sur l'Ukraine avec la Russie, d'un seul coup, on reparle de sanctions. Enfin, il y a toujours cette espèce de tentation de la carotte et du bâton, si vous voulez, et surtout du bâton. Mais il faut comprendre aussi que ces alternances un peu désordonnées de méthodes, d'approches, de tonalités, ça permet finalement des changements de pied. Et ça permet de s'adapter, ça permet des changements tactiques, quoi, en fait. Et donc, parce que finalement, chaque fois que Trump change d'avis, on dit, écoutez, c'est du Trump, hein, voilà. C'est comme ça, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, il a changé d'avis. Bon. En fait, il est extrêmement pragmatique, il a probablement son idée, il est probablement aussi influençable, mais il a une manière d'entrer comme un chien dans un jeu de quilles sur tous les sujets, qui fait que ça lui donne du poids et ça déroute les autres, ceux avec lesquels il discute et même ses alliés. Je pense aux Européens, évidemment. Bon, alors, pour l'instant, il sort d'Arabie Saoudite où il a eu manifestement une visite très agréable et très fructueuse avec Ben Salman, avec lequel il s'entend très bien, MBS qui ne s'entendait pas avec Biden. Il ne faut pas oublier que Trump en veut aussi beaucoup à Benjamin Netanyahou d'avoir soutenu Biden en 2020. Ça, c'est resté probablement dans le cerveau reptilien. Et donc là, il sort d'Arabie Saoudite, ils ont fait de grands accords, est-ce que ce sera suivi des faits, etc. Ce qui est clair, c'est qu'il veut rassurer, y compris en proposant une coopération en matière de nucléaire civil
à l'Arabie saoudite, il veut rassurer l'Arabie saoudite, il veut réaffirmer les positions américaines en Arabie saoudite, y compris contre la Russie, qui a aussi beaucoup d'influence et qui s'entend aussi, Vladimir Poutine s'entendant particulièrement bien avec MBS et depuis longtemps. Donc il veut faire un certain nombre de choses qui lui permettent de jouer un grand jeu. Et ce grand jeu, c'est celui de la normalisation. Alors là, on peut penser qu'il est même en train, parce que vous savez que les Saoudiens avaient fait de la question palestinienne une condition sine qua non pour revenir dans les accords d'Abraham et pour finir par les signer, par normaliser leurs relations avec Israël, par reconnaître Israël. Là, manifestement, en tout cas, au vu des informations qu'on peut avoir, il y a un découplage entre ces deux choses, c'est-à-dire que les Saoudiens n'en font plus une condition et les Américains non plus. C'est-à-dire qu'on peut traiter la question palestinienne sans forcément que l'Arabie saoudite ne soit obligée, n'accepte de signer les accords d'Abraham. Et la relation avec Israël est moins comment dirais-je, moins contrainte. Mais en même temps, la question palestinienne reste très importante. Les frappes américaines contre les Houthis n'ont quand même pas apporté grand-chose en termes de résultats, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, Trump doit jouer extrêmement finement. Son envoyé spécial Witkoff, et là aussi on voit qu'il y a quand même une prise de distance très claire avec Netanyahou, a fait libérer, sans avoir besoin d'Israël et sans tenir au courant Israël, un otage américain. Il y a une pression quand même américaine pour qu'Israël stoppe ou atténue ses opérations à Gaza. Vous me direz que ça ne va pas jusqu'à arrêter les flots d'armes. Voilà, on est d'accord. Et donc si on veut que le massacre s'arrête à Gaza, il va falloir penser quand même à être... c'est comme pour l'Ukraine, il va falloir penser à arrêter juste le robinet qui nourrit ces guerres et qui nourrit ces affrontements et qui permet ces opérations militaires. Benyamin Netanyahou est furieux. Il a annoncé que Israël allait devoir commencer à envisager sa défense et celle de ses intérêts indépendamment de l'assistance américaine. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que sans assistance américaine, ça ne peut pas durer très longtemps. En tout cas, il y a clairement une posture américaine un peu différente de celle du Trump du premier mandat même, où il était très lié malgré tout avec Benyamin Netanyahou, parce que là, il sent bien que ce n'est pas du tout de l'intérêt américain d'aller faire la guerre à l'Iran. Voilà. Donc, il faut savoir jusqu'où cette intelligence de situation américaine ou trumpienne va aller. Ce qui est certain, c'est que on peut espérer quand même des avancées intéressantes, et on peut espérer, d'ailleurs il l'a annoncé, Trump, il y aura des annonces importantes à la suite de son voyage. Alors, à quoi fait-il référence ? Certains, comme Jeffrey Sachs, pensent que c'est un moment historique et que si vraiment il veut faire l'histoire, c'est le moment d'annoncer qu'il reconnaît l'existence d'un État palestinien. Ça, je dois dire que moi, je n'y crois pas trop. Mais sans aller jusque-là, peut-être qu'il va y avoir des avancées importantes qui seront annoncées. Déjà, la question de la coopération nucléaire civile avec l'Arabie saoudite, américaine avec l'Arabie saoudite, est importante puisque c'est un équilibre à ce qui se passe du côté de l'Iran, qui a un programme civil aussi auquel il n'a pas l'intention de renoncer. Là encore, Trump a fait des déclarations maximalistes en disant qu'il devait renoncer absolument à tout, qu'il devait cesser leur soutien à toutes les forces chiites dans toute la région. Le programme civil nucléaire iranien, il est légal, c'est du droit international de base. Donc voilà, donc là aussi, si vous voulez, il va, il vient,
Il laisse entendre qu'il peut être extrêmement brutal et décisif de manière négative, mais en même temps qu'il veut la paix, qu'il veut le dialogue. Voilà, donc compliqué à lire. Je ne me hasarderai pas à faire des pronostics assurés, mais je trouve que tout ça va quand même dans un bon sens. Alors évidemment, tout le problème pour Trump, c'est toujours le même, c'est qu'il est environné de beaucoup de néoconservateurs américains qu'il a nommés. Kellogg, c'est lui qui l'a nommé, Marco Rubio, c'est lui qui l'a nommé, Waltz, c'était lui qui l'avait nommé. Donc il y en a d'autres, hein. Il y a Tulsi Gabbard, il y a Steve Witkoff, il y a J.D. Vance, bon. Mais il y a vraiment une lutte interne pour savoir qui a le plus d'influence et qui peut le plus déterminer la ligne en politique étrangère de cette administration et de ce président. Bon. Deuxième point, l'Ukraine, Istanbul 2.0. Là, on est en plein théâtre politique, notamment du côté européen. Donc, la séquence, vous la connaissez, il y a eu un ultimatum européen. Eh oui, les Européens ont lancé un ultimatum à la Russie, qui a pris fin, hein, sans que, évidemment, la Russie ne s'y soit rendue. En demandant un cessez-le-feu de 30 jours, c'est le plan américain Kellogg, hein, c'est la ligne belliciste et belliqueuse en fait, qui fait semblant de vouloir la paix mais qui propose des choses qui juste ne peuvent amener qu'à la poursuite de la guerre. Donc cessez-le-feu de 30 jours, avant tout pour parler, qui devait être accepté par Moscou. Bon, évidemment, Moscou a dit que le langage des ultimatums était totalement inacceptable, et la réponse de Poutine, ça a été, écoutez, moi je veux bien des pourparlers sans condition à Istanbul à partir de jeudi, c'est-à-dire demain. Bon, en fait, Poutine, et il l'a déjà dit à plusieurs reprises, ça faisait un petit moment qu'il y avait cette petite musique, est d'accord pour qu'on reparte finalement de ce qui s'était discuté en avril 22. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de morts qu'on aurait pu éviter si on n'avait pas voulu faire la guerre. En avril 22, au bout d'un mois, un mois et quelques de guerre, d'opération militaire spéciale russe, d'entrée des forces russes en Ukraine, entre Ukrainiens et Russes, et là, l'Ukraine obtenait bien plus qu'elle n'obtiendra jamais, évidemment, dans les pourparlers à venir. Et en tout cas, Zelensky avait signé un draft jusqu'à ce que le fameux Boris Johnson, envoyé par Biden, vienne expliquer que ben non, c'était pas du tout ce qui était prévu, là quand même. Il n'avait pas été élu pour faire la guerre, mais pour faire la paix, mais pour faire la guerre, et qu'il allait la faire, et qu'on le soutiendrait avec tout ce qu'il faudrait, qu'il allait l'emporter, etc., etc. Et la guerre est partie. Bon. 3 ans plus tard, nous en revenons donc à Istanbul 2.0. Et là, voilà ce que propose Poutine. Donc, il reprend la main, clairement. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction de Trump, qui en fait, alors dans ses tweets, ces fameux tweets que tout le monde regarde maintenant, parce qu'il dit beaucoup de choses, dit « mais oui, il faut que Zelensky y aille ». Évidemment, ça rend furieux les Européens qui, en fait, ne veulent pas, hein, ne veulent tout simplement pas de pourparlers directs ukraino-russes. Et d'ailleurs, ils vont envoyer à Istanbul des Allemands, des Français, des Anglais pour aider Zelensky. C'est surtout pour essayer de garder un minimum de main et d'influence sur ce que fait leur pion, hein, ukrainien. Des fois qu'il pourrait trouver que finalement un accord peut être intelligent pour lui. Donc Trump a accueilli favorablement la proposition russe, il l'a dit, et en fait la question des sanctions massives, là, qui devaient être imposées si la Russie ne se rendait pas à l'ultimatum, eh bien on n'a pas l'impression que pour les États-Unis ce soit véritablement si important que cela, alors que pour les Européens, évidemment, non seulement l'ultimatum n'a pas marché, mais les sanctions sont un peu dans les limbes. Certes, il y en a déjà 17 paquets, le dernier vient de passer, mais le 18e, là, les sanctions massives qui allaient enfin mettre à terre l'économie russe une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas, ça paraît assez mal barré, il faut dire.
puisque les Américains, en tout cas Donald Trump, ne semblent pas trouver que ce soit forcément une très bonne idée. Donc les Européens essaient, d'après ce que j'ai compris, absolument d'obtenir un avis américain sur et si Istanbul ne donne rien, est-ce qu'on ne peut pas imposer là nos sanctions et dire que vraiment c'est de la faute de la Russie si ça ne marche pas, c'est pour parler. Ensuite, Zelensky, lui, il a dit, alors moi, j'attends Vladimir Poutine de pied ferme à Moscou, à Istanbul, pour ses pourparlers. C'est très gentil, c'est très mignon, mais je ne pense pas que Vladimir Poutine, et Zelensky le sait très bien, considère que ce soit le moment de discuter avec lui. D'abord, il ne le considère pas comme un président légitime, il faut quand même le rappeler, et il ne l'est pas. Il n'est ni légal ni légitime du point de vue russe. Deuxièmement, des négociations de ce niveau, on ne commence pas à discuter entre guillemets entre chefs d'État, c'est-à-dire qu'il y a quand même des équipes. S'il doit y avoir des pourparlers russo-ukrainiens, il y a des équipes. Lavrov, Ushakov vont être envoyés avec d'autres. Et côté ukrainien, je ne sais pas, Yermak, Podolyak, enfin bon, un certain nombre de gens doivent être envoyés aussi. Non, ça, je pense qu'en disant cela, si vous voulez, Zelensky essaie encore de se mettre en situation de dire, vous voyez, je voulais discuter avec Poutine, mais il n'est pas venu, c'est qu'il ne veut pas la paix, n'est-ce pas? Le problème, c'est que personne du côté ukrainien ou du côté européen ne veut la paix. Les Européens, ils n'ont jamais parlé de cessez-le-feu avant l'arrivée de Donald Trump, déjà. C'est lui qui a changé les termes du débat. Et depuis, ils sont obligés de se déterminer en fonction de ces termes américains. Et ensuite, ils veulent des garanties de sécurité, voilà, pour leur déploiement de troupes. Or, on a bien vu ce que Trump a dit, il n'y aura pas de soldats américains en Ukraine, il n'y aura pas de garantie de sécurité militaire donnée à l'Ukraine, ni aux Européens membres de l'OTAN qui auraient la bonne idée de déployer des troupes sur le théâtre du conflit. Ensuite, il y a une division interne en Europe entre ceux qui trouvent ça complètement fou, et il y en a quand même un certain nombre, déjà les Italiens, les Polonais, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères polonais viennent tous les deux de dire qu'il n'y aura pas un soldat polonais sur le théâtre ukrainien, donc ils commencent à sentir le vent du boulet russe, là. Mais nous, on fait des déclarations en expliquant qu'on mettra des troupes, mais pas près de la ligne de front, un peu en arrière, à des endroits stratégiques, enfin... On continue. Voilà. On continue aussi à faire croire à l'Ukraine, en dépit d'une fin de non-recevoir américaine, que l'Ukraine rentrera dans l'OTAN. On continue en fait à perpétuer tout un discours qui fait que la Russie n'a aucun intérêt, ni à un cessez-le-feu, ni même à des discussions sérieuses, parce qu'elles ne le seront pas, ces discussions sérieuses. En fait, l'Europe veut juste que l'Amérique recolle à son bellicisme, recommence l'aide, et donc il s'agit essentiellement de démontrer, par des ultimatums inacceptables pour la Russie, ou par un Zelensky qui viendrait et qui se trouvera le bec dans l'eau à Kiev parce que Poutine n'y sera pas, de montrer que c'est la Russie qui est à blâmer, c'est la Russie qui ne veut pas la paix, et donc on peut continuer sur... ce qu'on espère faire toujours, c'est-à-dire fournir des armes, fournir des hommes et faire en sorte que l'Ukraine se mette en état de pouvoir repartir au combat. Peut-être pas tout de suite, parce que là, elle est quand même un peu en morceaux, mais d'ici quelques années, s'il le faut, le temps que la défense européenne, autonome, stratégique, naturellement, se mette en place et ait des armements à livrer. Donc, les Américains, pour l'instant, laissent les Européens patauger, ne répondent rien. Trump, dans son avion qu'il emmenait, je pense, au Qatar, a fait une déclaration en disant, écoutez, l'essentiel, c'est que les Ukrainiens et les Russes se parlent. Il n'a pas parlé de Zelensky en tant que tel. Il a dit, je pense que Poutine ne viendra pas si je n'y vais pas, et je pourrais peut-être y aller si c'est pour faire la paix. Bon, donc c'est une espèce de...
je sais pas, de demi-propositions. Moi, je ne pense pas que Vladimir Poutine ira à Istanbul demain, mais je peux me tromper naturellement, je n'en sais rien, je ne suis pas je ne suis pas cachée sur l'épaule des négociateurs et des dirigeants, donc je ne sais pas où ça en est. Je ne suis pas loin de penser que Vladimir Poutine et Donald Trump se parlent sur ce qu'il convient de faire au mieux, voilà, pour essentiellement l'avenir de leurs relations, des relations entre les États-Unis et la Russie. Voilà, je le pense et je l'espère bien sûr, mais je le pense. Et que donc, au milieu, là, on a les Européens qui sont juste nulle part, hein, qui sont dans les choux, et qui essaient d'exister à tout prix et de se rendre utile dans l'inutile, c'est-à-dire utile dans un processus qui consiste à casser en fait la dynamique négociatoire et à ne jamais parler du fond des choses et de la réalité. Et pour parler de la réalité, il faut commencer par regarder le rapport de force tel qu'il est, militaire, sur le terrain, et par prendre conscience du fait que l'Ukraine n'a aucune chance de l'emporter. Donc je ne sais pas très bien à quoi on joue, ça commence à faire longtemps que ça dure. Voilà, qu'est-ce qu'on attend pour arrêter ce bain de sang dont l'Ukraine est la première victime, dont le peuple ukrainien est la première victime. On verra ce qui va advenir demain. On en parlera la semaine prochaine, évidemment. J'espère que tout n'aura pas déraillé malgré tout. J'espère que... J'espère même que l'Europe évitera une humiliation, mais pour éviter une humiliation, il faudrait revenir à la raison. Mais j'ai l'impression quand même que globalement, même si la surenchère se poursuit dans les médias, etc., des dirigeants, que ce soit allemands, que ce soit anglais ou que ce soit français, quand même, globalement, ils sont en train de se rendre compte que si l'Amérique ne joue pas, il faut qu'ils changent eux-mêmes de jeu et de côté. Hein. Bon, il y a encore des jusqu'au-boutistes. Le nouveau ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré que l'Ukraine était sur le chemin irréversible de l'entrée dans l'OTAN. Si ce n'est pas une déclaration anti-américaine, si vous voulez. Donc les Européens, ils n'ont vraiment rien compris. Ça, rien compris vis-à-vis de la Russie, rien compris à la bascule qui s'est faite américaine, qui est claire, c'est clair comme de l'eau de roche, mais bon, ça n'a pas l'air d'être clair pour nous. Et on s'imagine encore qu'on va pouvoir entraîner l'Amérique dans la poursuite de ce conflit ukrainien pendant Dieu sait combien de temps. Je pense que vraiment la duplicité, la manipulation européenne vont finir par nous retomber dessus parce que Trump commence, à mon avis, à en avoir assez. Donc le jour où vraiment il va considérer qu'il peut arriver à quelque chose d'utile à la fois au plan politique intérieur et au plan politique extérieur, sachant que tous les théâtres de conflit sont connectés, c'est-à-dire qu'il a besoin de Poutine, par exemple, sur l'Iran, et aussi dans la relation avec l'Arabie saoudite, et sur l'Ukraine, bien sûr, et sur les questions stratégiques globales, et qu'il concevra que cela peut être, différer cet accord ou ce rapprochement, cette politique de détente intelligente peut être différée par le perpétuel bellicisme européen et les dangers éventuels dans lesquels les Européens, par leur déploiement de troupes ou leurs déclarations intempestives, mettent l'OTAN, eh bien, il va peut-être changer de ton. Voilà, il va peut-être changer de ton et là, à mon avis, les États-Unis, déjà la Grande-Bretagne, qui d'ailleurs vient de faire un accord commercial avec les États-Unis, donc la Grande-Bretagne, elle n'oublie pas quand même qu'il ne faut pas se mettre à dos Washington. Hein, il ne faut pas quand même pas... Il y a vraiment que nous pour croire qu'elle joue un jeu simple, pur, univoque vis-à-vis de l'Europe. Elle essaie essentiellement de reprendre pied après avoir quitté l'Union européenne.
et de jouer avec la Pologne, avec la France, avec l'Allemagne, bon, de nous jouer les uns contre les autres. Mais en tout cas, on va voir comment ça évolue, on va voir ce qui va se passer, quelles vont être les délégations demain, si Zelensky sera là, probable qu'il y soit, s'il mettra sa menace à exécution, c'est-à-dire de ne parler à aucun membre de la délégation russe si Poutine n'est pas là pour lui parler. Bon, là, c'est tellement infantile et bête que bon, j'espère qu'il va quand même comprendre. Mais si les Européens étaient intelligents, ils le lui feraient comprendre qu'il a tout intérêt. Si vous voulez, on est en fait, et je terminerai là-dessus, on est vraiment dans le désastre que nous avons nous-mêmes engendré par nos mensonges. C'est-à-dire que on ne peut même pas, on prétend aider l'Ukraine, on prétend vouloir la paix, on prétend vouloir une paix juste et durable, mais en fait, on ne veut pas reconnaître, un, nos responsabilités dans cette guerre, deux, donner les conseils qui seraient les bons à donner à un pouvoir ukrainien dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Et donc, on se sert de l'Ukraine pour essayer de ne pas perdre la face, comme d'habitude. Voilà, je vous laisse sur cette mondoscopie plus courte que d'habitude, mais bon, j'ai dû recommencer, donc je suis très en retard, et je voudrais que vous l'ayez à 19 h. Je vous souhaite une belle soirée, je vous en prie, likez, partagez cette vidéo, et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, 1 million de personnes par mois, c'est formidable, qui regardent les émissions de Paix et Guerre, et 500 000 vues qui sont en fait dues à des gens abonnés. Donc ça va pas, voilà, ça ne va juste pas. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, à très vite, à mercredi prochain. Au revoir.